Le 24 juin 1950, à 4 heures du matin, la Corée du Nord envahit la Corée du Sud avec 120 000 hommes. Les officiers nord-coréens ont été formés pendant des mois par des conseillers militaires soviétiques et chinois. L'attaque est foudroyante. En face, 80 000 soldats sud-coréens qui n'ont presque pas d'artillerie lourde. Les Sud-Coréens n'ont aucune chance. En seulement 3 jours, Séoul tombe. Les Nord-Coréens rasent tout sur leur passage, foncent vers le sud et menacent de s'emparer de toute la péninsule. Dès le lendemain, les États-Unis sont sur le pied de guerre. La démocratie est en danger. Il convoque pour la première fois de son histoire le Conseil de sécurité des Nations Unies qui se réunit et demande la cessation immédiate des hostilités et le retrait des forces nord-coréennes derrière le 38e parallèle, la ligne de frontière entre les deux Corées. C'est une grande victoire pour la cohésion des Nations Unies. Sur 59 pays membres, 53 soutiennent la résolution et 19 pays vont fournir une contribution militaire qui n'est rien bien sûr face aux forces américaines. La force d'intervention des Nations Unies est presque essentiellement une force américaine. C'est un coup de maître de la part des États-Unis, car d'une part, passer par les Nations Unies leur accorde une légitimité internationale, et d'autre part, ils savaient que le Conseil de sécurité donnerait un feu vert, car à cette période, l'URSS, qui est censée siéger à ce Conseil de sécurité et qui aurait pu opposer son veto, est absente. Elle pratique la politique de la chaise vide pour boycotter la Chine nationaliste de Chiang Kai-shek, qui est soutenue par l'Occident. Le 7 juillet 1950, le Conseil de sécurité crée la force d'intervention des Nations Unies, dont le général américain MacArthur prend la tête pour rétablir la paix en Corée. MacArthur est chef de toutes les forces américaines en Asie et Pacifique, et personne n'est mieux placé que lui pour mener cette opération. Cette invasion de la Corée du Sud par la Corée du Nord, soutenue par l'URSS et la Chine communiste, était un coup de poker. La Corée du Nord et ses alliés pensaient que les États-Unis n'interviendraient pas, d'autant plus que ces dernières années, l'Amérique était davantage focalisée sur l'Europe, avec le blocus de Berlin en 1949 par exemple, et s'était détournée de l'Asie. Mais les États-Unis sont bien décidés à montrer à la Chine et l'URSS qu'ils sont maintenant les gendarmes du monde. L'URSS vient d'accéder à la bombe atomique et il faut absolument engager un bras de fer pour leur montrer qui sont les plus forts. Les États-Unis débarquent plusieurs divisions en Corée du Sud et viennent prêter main forte aux Sud-Coréens. Pour autant, ce n'est pas la grande amitié. Une grande partie des GI américains sont racistes envers les Coréens, sans distinction entre Nord et Sud, et ne se gênent pas pour brutaliser leurs alliés. Les Nord-Coréens continuent leur terrible avancée et enferment les Sud-Coréens et les Américains dans la poche de Busan. Ils contrôlent alors 90% de la Corée du Sud. La situation est catastrophique. Si Busan tombe, la guerre est finie. Mais les Nord-Coréens manquent de plus en plus d'hommes et de munitions alors que les États-Unis sont ravitaillés constamment en hommes, artillerie et blindés. Les Américains finissent par percer la poche de Busan et commencent à reprendre le sud de la péninsule. Puis, le 15 septembre 1950, 50 000 Américains débarquent par surprise à Incheon au nord-ouest de la péninsule et coupent les lignes nord-coréennes. Ils reprennent l'avantage. Face à cette débâcle, Kim Il-sung, à la tête de la Corée du Nord, commence à appeler la Chine à l'aide. En septembre 1950, les Américains sont face à un dilemme. Faut-il poursuivre la contre-offensive, franchir le 38e parallèle pour conquérir toute la Corée du Nord et tenter de réunifier la Corée et d'y établir la démocratie, ou faut-il être plus raisonnable et s'arrêter là? La poursuite de l'offensive allait assurément déclencher une réaction de la part de l'URSS et de la Chine. La résolution des Nations Unies du 25 juin prévoyait l'indépendance et l'unité complète de la Corée. En ce sens, c'était un feu vert pour soumettre la Corée du Nord. Le président américain Truman transmet à MacArthur l'ordre de franchir le 38e parallèle. Et MacArthur, sur le pied de guerre, n'attendait que ça. Il lance son offensive et roule sur la Corée du Nord. La Chine communiste avertit alors les États-Unis qu'elle interviendra si des soldats américains pénètrent en Corée du Nord. Les Américains, et en particulier le général MacArthur, qui fait pression sur l'état-major, pensent que c'est une tactique d'intimidation et que la Chine n'osera jamais. MacArthur progresse si vite qu'il reconquiert toute la Corée du Nord et arrive à la frontière avec la Chine. Les jours suivants, les Américains repèrent de plus en plus de mouvements à la frontière derrière le fleuve. Les Chinois semblent amasser du matériel et de l'artillerie. Aucun moyen de savoir combien d'hommes se trouvent derrière la frontière. MacArthur, qui avait affirmé haut et fort que la Chine n'interviendrait pas, commence à sérieusement s'inquiéter. Il fait bombarder les ponts par ses forteresses volantes B-29. MacArthur décide de mener quelques percées de reconnaissance. Et là, il subit d'effroyables contre-attaques chinoises. Il n'y aurait pas moins de 300 000 soldats chinois. La tactique chinoise est simplissime, similaire à l'armée rouge pendant la Seconde Guerre mondiale.
Grâce à leur écrasante supériorité numérique, ils envoient de véritables marées humaines sur les lignes américaines. Et ça marche. Les Américains sont submergés, les lignes craquent, ils sont obligés de reculer. Les Chinois reprennent Pyongyang et Kim Il-sung cède aux Chinois le commandement militaire. Les Américains sont obligés de battre toujours plus en retraite. Ils subissent de lourdes pertes et se replient derrière le 38e parallèle et le front se stabilise alors. MacArthur, dans ses missives, parle d'une situation chaotique et d'un risque d'anéantissement de l'armée américaine. Il n'hésite pas, bien sûr, à en rajouter. Le 30 novembre 1950, le président Truman, lors d'une conférence de presse, se dit extrêmement préoccupé par la situation qui pourrait faire basculer le monde dans une troisième guerre mondiale et assure que les États-Unis utiliseront l'ensemble de leur arsenal pour mettre fin à cette guerre. Le même jour, ordre est donné à l'aviation américaine de se tenir prête à larguer des bombes atomiques en Corée du Nord. En 1950, le général MacArthur atteint un pouvoir considérable. Il est chef de toutes les forces américaines en Asie et Pacifique et chef militaire de la force d'intervention des Nations Unies. Le problème de MacArthur est qu'il se prend pour un consul romain. Il considère que l'Asie et le Pacifique sont à lui et il règne en maître sur ses terres et mers. Il va commettre de nombreuses imprudences mettant en péril la politique étrangère des États-Unis et poussant le monde au bord d'une troisième guerre mondiale. Il va aussi volontairement minimiser le risque d'une entrée de la Chine dans le conflit afin de pouvoir poursuivre sa conquête en Corée du Nord. Au début du conflit, MacArthur s'entretient unilatéralement avec Chiang Kai-shek, le dirigeant de la Chine nationaliste, replié sur Taïwan et en conflit ouvert avec la Chine communiste de Mao. La perspective d'un engagement de la Chine nationaliste dans la guerre de Corée aux côtés des Américains provoque des frayeurs à Washington et l'agacement du président Truman qui envoie un représentant d'État auprès de MacArthur pour tirer au clair ce qu'il s'est dit au cours de cette entrevue avec Chiang Kai-shek. Cette rencontre risque de créer une escalade des tensions avec la Chine communiste de Mao et de précipiter son entrée dans le conflit coréen. Le représentant d'État envoyé par Washington recadre MacArthur, qui assure qu'il obéira maintenant aux ordres du président Truman, bien qu'il les désapprouve. Le président Truman finit par faire le déplacement pour parler en personne à MacArthur. La rencontre est cordiale et se termine par une conférence de presse au cours de laquelle MacArthur affirme que la Chine de Mao n'est pas un problème et qu'elle pourra mobiliser tout au plus 50 000 hommes. Fin 1950, comme vous le savez maintenant, ce ne sont pas 50 000 hommes, mais des centaines de milliers de soldats chinois qui déboulent en Corée du Nord et repoussent les Américains dans la surprise totale. MacArthur était totalement à côté de la plaque. Le 9 décembre 1950, alors que les Américains ont été repoussés et que le front s'est stabilisé le long du 38e parallèle, le général MacArthur émet la demande d'un commandement total sur l'usage des armes nucléaires à sa seule discrétion. Comme à son habitude, il exagère la gravité de la situation auprès de l'état-major et du président Truman en arguant que l'armée américaine pourrait être anéantie si rien n'est fait. Quelques jours plus tard, il soumet une liste de cibles pour lesquelles il lui faudrait pas moins de 26 bombes nucléaires. Il assure que l'emploi de ces bombes créerait une ceinture radioactive autour de la Corée du Nord, rendant la vie impossible dans ce périmètre pendant au moins 50 ans. Évidemment, l'état-major refuse cette demande, mais le bouillant MacArthur est intenable. Il outrepasse ses fonctions et prononce un discours au Congrès sans l'accord du président. On parle dans la presse d'un conflit ouvert entre le président des États-Unis et son plus grand chef militaire, même si le président Truman essaye de dédramatiser la situation aux yeux du public. Une fois le front stabilisé au niveau du 38e parallèle, les États-Unis et les Nations Unies tentent de négocier avec la Chine un cessez-le-feu et d'ouvrir des accords de paix. Le général MacArthur publie alors le 24 mars un communiqué, évidemment sans l'accord préalable du président Truman et de l'état-major. Il ordonne publiquement à la Chine de se plier aux exigences du cessez-le-feu des Nations Unies et la menace sinon d'une agression militaire en sous-entendant que la Chine serait écrasée en quelques jours. Précisément, il écrit « La Chine rouge doit par conséquent se rendre compte actuellement, non sans angoisse, que si les Nations Unies décidaient de modifier la ligne de conduite si tolérante qu'elles ont adoptée, la Chine se verrait menacée d'un effondrement militaire imminent. » Le grand danger de ce communiqué est que la Chine va penser que cette provocation est soutenue par le président Truman alors qu'il n'en est rien. Le président Truman, au contraire, n'en croit pas ses yeux. Il écrit « C'était là une déclaration bien extraordinaire pour un commandant en chef des Nations Unies qu'il a publié sous sa propre responsabilité. C'était un geste en contradiction flagrante avec ses directives, lui enjoignant de s'abstenir de toute prise de position en matière de politique étrangère. C'était un geste de mépris pour les ordres que j'avais donnés en ma qualité de président. C'est l'insubordination de trop pour le président Truman.
En avril 1951, MacArthur est enfin limogé.